bonjour, je m'appelle Brett Neffaeus, je suis un jeune auteur d'une cinquantaine d'années et j'ai pour l'instant à mon actif un roman, un spin-off et une nouvelle publiée dans un recueil. Voilà, donc je ne suis pas tombé de la nez de la dernière pluie et j'ai commencé à vouloir écrire en fait il y a très très longtemps quand j'étais préado. Et quand j'étais préado, je voulais être dessinateur de BD comme mon héros Hergé. Voilà, donc j'avais un bon petit niveau à l'époque pour un préado et puis ensuite j'ai pas progressé et j'ai même fini par régresser et maintenant je suis plus du tout dessinateur et ce n'est pas moi qui fais les superbes couvertures de mes romans. Donc voilà, ensuite j'ai été pris par les jeux vidéo, grande passion dévorante de ma vie, et j'ai fini par travailler pour le magazine Player One. Donc voilà, j'ai été rédacteur pour ce magazine et pour Nintendo Player, etc., d'autres magazines du groupe. Et ensuite, grâce à ça, j'ai intégré le groupe Canal+, pour l'émission Cyberflash, hein, l'émission de jeux vidéo Cyberflash. Et là, mon but, c'était pas en fait, mon but, c'était pas d'être testeur de jeu comme je l'étais déjà, c'était de faire de l'humour. Car en fait, une de mes grandes passions, je voulais devenir humoriste en fait, avant de devenir testeur de jeux vidéo. Je voulais suivre les traces de Coluche, des proches, de Vos. Et donc là, je me suis dit que c'était l'occasion à Canal+. Et en fait, à Cyberflash, j'ai fait des parodies de jeux vidéo, parmi les premières de la télé française dans les années 90. On avait été recommandé par Moustique de Groland. Enfin, recommandé. Il leur avait montré nos vidéos qu'on faisait avec un pote de parodie, puis il trouvait que c'était rigolo, que ça ressemblait à du Groland en version jeu vidéo. Donc on a été engagé pour ça, pour faire des parodies. Et puis en fait, on ne nous a pas du tout laissé la liberté qu'on avait laissée à Moustique. Dans la section jeux vidéo, on avait peur des réactions des grands éditeurs de jeux vidéo qui pesait rien à l'époque par rapport au groupe Universal Canal+, mais bon, c'est pas grave. Donc on a été même censuré. À un moment, on s'est dit, bon, ça, si on est sur Canal+, pour se faire censurer, eh ben écoute, on retourne dans le jeu vidéo. Donc voilà, ensuite j'ai changé de groupe de presse. Et puis ensuite, je me suis lancé sur YouTube, à mon propre compte, une chaîne d'astuces de jeux vidéo. Et puis là, ça a pas mal marché, puisque j'ai eu 20 millions de vues, ce qui, il y a une dizaine d'années, était pas mal du tout. J'ai des vidéos à 2 millions de vues, qui sont numéro 1 dans leur catégorie. Mais il se trouve qu'à l'époque, les astuces, les cheat codes dans lesquels j'étais spécialisé, ont disparu au profit des trophées et des succès. Donc ça a commencé à péricliter, et en plus, il n'y avait pas vraiment de modèle économique pertinent à l'époque. J'ai tourné la page YouTube, j'en avais marre. En plus, les vidéos commençaient à être strikées pour des raisons de droit d'auteur, etc. Donc j'en ai eu marre, j'ai tout plaqué. J'ai dit j'en ai marre des jeux vidéo, j'en ai marre de tout ça. J'ai eu une période de grosse période de remise en cause. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, mon bonhomme? Et au final, je me suis souvenu que ma grand-mère m'a toujours dit que j'étais doué pour raconter des histoires. Et c'est vrai que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, hein, que ce soit dessinateur, humoriste, etc. Et je me suis dit, bah écoute, lance-toi dans l'écriture de romans. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans cette folle aventure, beaucoup plus folle que je le pensais, d'écrire des romans. Alors les Expandables de Paris en Fantasy, comme leur nom l'indique, sont rattachés à une saga, celle de Paris en Fantasy, même s'ils peuvent se lire de manière autonome. Et le roman fondateur de cette saga, c'est Paris en Fantasy, la légende du Saint-Crâne, un roman un peu plus conséquent. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? En gros, au XXIIIe siècle, la ville de Paris s'est repliée sur elle-même, s'est transformée en parc d'attractions géant et promet aux habitants de vivre dans un jeu de rôle grandeur nature. Et pour ça, elle leur vend des hormones aux effets temporaires qui leur permettent de se transformer en orques, en elfes, en gobelins, en vampires. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que le livre, pour l'instant, n'est plus disponible à la vente et qu'il sera réédité à la fin de cette année 2022. Alors l'idée de Paris en Fantasy m'est venue du fait que j'habite la région parisienne, la grande banlieue, la grande couronne, et je suis sorti pendant des années sur Paris parce qu'elle concentre la plupart des spectacles, avec des dates pour la région parisienne qui sont des dates à Paris. Il n'y en a pas à Rambouillet, il n'y en a pas à Versailles, c'est à Paris, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment y accéder. Pourquoi ? Parce que la capitale s'est repliée sur elle-même.
en subissant ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, Not in my backyard, c'est-à-dire qu'on ne veut plus d'une population qui n'est pas une population locale. Voilà, on trouve qu'elle est inutile, qu'elle sert à rien, même quand elle claque tout son argent de poche à Paris, c'est pas grave, ça ne représente pas grand-chose, donc on n'en veut pas. Et puis ils nous embêtent, ils nous prennent nos places de spectacle, etc. Sachant que c'est faux, puisqu'en réalité, Paris a été surdimensionné au niveau de ces salles de spectacle et de ces bars, etc., pour accueillir justement une grande partie de la population de la région, ou du moins de la banlieue. Mais voilà, c'est un fait, et donc du coup, je suis complètement dégoûté, parce que cette ville qui était pas très loin de chez moi, aujourd'hui c'est plus la ville lumière, c'est la ville à des années-lumière, voilà, où je n'y vivais quasiment plus. Et quand j'y retourne, malgré tout, à chaque fois, je me dis, mais de plus en plus, mais la population se comporte de manière étrange. J'ai l'impression d'être aujourd'hui dans un centre aéré, avec des gens qui font de la trottinette, avec des gens qui jouent à l'élastique, de la slackline, on l'appelle ça, avec des gens qui dansent dans la rue et qui s'habillent de manière étrange. Et j'ai l'impression de revoir le château de Versailles au temps de Louis XIV, avec des courtisans, voilà, complètement superficiels, qui s'habillent de manière complètement extravagante, qui ont des activités complètement futiles et quelque part enfantines. Et... Sauf que là, il n'y a pas de roi, hein, puisque le roi de l'époque, c'est sa propre personne. Donc voilà, ça m'a inspiré Paris en fantaisie. Puis je me suis dit, allez, puisque les gens ne veulent plus être eux-mêmes et être encore des super-héros et dépasser le genre humain, eh bien, j'imaginais une population carrément qui se transforme en orque, en elfe, en gobelin, en vampire, pour vivre dans une sorte de jeu de rôle permanent, complètement déconnecté de toute réalité sociale et même de toute réalité humaine. Alors les Expandables de Paris en Fantasy sont une parodie des années 80-90, et donc il y a un humour de l'époque. Mes références à moi, c'est Coluche, Desproges, De Vos, aussi Kaamelott d'Astier, mais ça c'est plus tardif. Donc voilà, c'est un humour sans tabou, notamment avec des petites blagues de cul, sans plus, mais il y en a. Et effectivement, peut-être qu'un éditeur aujourd'hui aurait eu du mal à vouloir éditer Paris, les Expandables, tels quels. Mais je pense que plus peut-être que les petites blagues de cul, c'est peut-être le côté parodique qui aurait pu gêner, hein, puisqu'à l'époque déjà, comme je l'ai dit, à Canal+, le côté parodique pouvait gêner un peu la société. Donc peut-être que ce côté parodique et ce côté en plus blague de cul aurait pu gêner. Donc effectivement, j'ai préféré m'autoproduire. De toute façon, c'est un petit roman rigolo qui est une introduction à l'univers de Paris Fantasy. Je voulais sortir rapidement, je voulais pas courir après un éditeur, je voulais pas attendre des retours, je voulais pas faire des modifications. Voilà, je voulais le sortir assez vite. Et voilà, je me suis auto-édité. De toute façon, en général, je m'auto-édite. Je ne cherche plus à courir après les éditeurs. Et puis, si eux veulent me courir après, eh bien, qu'ils n'hésitent pas. On en discutera. Mais voilà, j'ai décidé d'avancer et de ne pas perdre de temps. Alors, c'est vrai que de la part d'éditeurs majeurs, il y a souvent de plus en plus d'œuvres un peu lisses, un peu fades, censées plaire à tout public, mais en fait, ce que j'en pense d'abord, en tout cas si j'étais à leur place, c'est que c'est une très grave erreur marketing. Tout ne peut pas être de 7 à 77 ans, et édulcorer tout et n'importe quoi, c'est une grave erreur marketing qui fait perdre du public. Au Japon, il y a eu une polémique d'une société de manga qui voulait mettre les mangas à l'heure du politiquement correct à l'américaine pour pouvoir faire plus de ventes aux États-Unis. Et le ministre de la Culture japonaise est intervenu et a dit que d'une part c'était un scandale de toucher à l'identité de la culture japonaise dont font partie les mangas,
Et d'autre part, en sous-texte, on comprend que c'est une erreur pour l'exportation japonaise, puisque les mangas cartonnent aujourd'hui en Occident et aux États-Unis, notamment pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas changé leurs recettes depuis les années 80-90, les années des expandables. Pourquoi? Ben voilà, c'est simple. Ils sont forts, ils sont pas politiquement corrects, les héros sont ambigus, parfois amoraux, et c'est ça que les gens aiment voir. Voilà, et c'est vraiment une erreur marketing que de faire ça et qui détourne les gens de la culture, de la sous-culture. Je dis ça, sans être péjoratif. Notamment, il y avait aussi au Japon, quand on a demandé au directeur de PlayStation quel était son plus grand concurrent, est-ce que c'était Nintendo ou Sega, il a répondu mon plus grand concurrent, ce sont les filles. Parce qu'à l'époque, le jeu vidéo à l'époque de la PlayStation 1 était très masculin, et donc il voyait bien qu'en fait on peut se détourner d'un loisir s'il commence à être fade, insipide, etc. Il y a tellement d'autres choses dans la vie. Et d'ailleurs moi-même, je me suis détourné du cinéma et des jeux vidéo pour me tourner vers l'écriture de plus en plus. Et maintenant, effectivement, mon loisir principal, c'est l'écriture. Et quelque part, je remercie cette mode du fad et du lisse parce que ça m'a permis à moi de découvrir d'autres horizons. Alors, les expandables de Paris en Fantasy, ce n'est pas un simple one-shot introductif à l'univers de Paris en Fantasy, c'est pour moi toute une saga qui sortira normalement tous les ans. Et le second épisode est prévu pour 2023. Alors le principe sera toujours le même. Joseph Gobelin réunira une équipe composée d'un orc, d'une elfe ou d'un elfe, d'un nain ou d'une naine, d'un vampire, d'un gobelin, pour partir en quête d'un objet ou de quoi que ce soit. Alors l'idée c'est que cette équipe normalement est renouvelée à chaque fois, à chaque nouvel opus, l'équipe sera différente. Sauf que je suis un auteur qui écoute son lectorat et ses fans, et je sais que Chuck Norris est un personnage absolument culte dans la saga, et donc je pense que je vais le faire revenir sous une forme ou sous une autre. Ça sera peut-être pas Chuck Norris, ça sera peut-être son cousin, un clone ou je ne sais quoi. Mais bon, ce personnage me semble indispensable et donc il reviendra d'une manière ou d'une autre dans la suite Les Expandables 2 Paris en Fantasy qui sortira normalement en 2023. Mon personnage préféré dans Les Expandables de Paris en Fantasy, ce n'est pas Chuck Norris, même si je l'adore, c'est Joseph Gobelin. Pourquoi? D'abord parce que c'est lui qui est à l'origine de cette quête, c'est lui qui réunit sa petite équipe. Et ensuite, c'est lui le narrateur complètement fou qui écrit ses aventures dans son petit carnet en lui parlant comme à un ami. Ensuite, Joseph Gobelin a un avantage énorme, c'est que ce n'est pas du tout un héros, c'est un méchant. Et ça permet de lui faire dire ou faire des choses qu'on ne ferait pas à un héros parce que ça casserait son image. Comme par exemple, abandonner ses hommes sur place. Autre avantage, ça permet aussi de l'humilier complètement. Et ça, non plus, on ne le ferait pas un héros parce que ça serait très mauvais pour son image. Mais là, Joseph Gobelin, moi, je peux lui faire bourroter du cul en imitant le ragondin au fond des bois. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors, il y a une question qu'on ne me pose jamais, sans doute parce qu'on ne s'imagine pas que cela puisse être possible, c'est qu'est-ce que tu as perdu en devenant auteur? Alors évidemment, auteur, c'est un enrichissement à tout point de vue, mais j'ai perdu quelque chose d'assez important, pas complètement, mais un petit peu, et c'est un peu mon innocence de spectateur, de lecteur, et même de joueur de jeux vidéo. Parce que j'ai commencé à comprendre les mécanismes de MacGuffin, de trahison, de cliffhanger, quand j'ai commencé à bien les comprendre, je suis passé de l'autre côté du miroir, et j'ai commencé à écrire des livres. Et ce faisant, quand je redeviens moi-même un lecteur, un spectateur ou un joueur, eh bien, j'ai un petit peu perdu la magie. Parce que j'ai un petit peu trouvé les trucs de magicien, je les connais. Et du coup, je ne peux m'empêcher d'analyser les réactions des personnages, pourquoi le scénario avance ou n'avance pas. Je me dis que j'aurais peut-être fait mieux à tel moment, j'aurais pas fait comme ça, etc. etc. Bref, j'analyse, et du coup, je me laisse moins porter par l'œuvre, et c'est un petit peu dommage. Alors, je n'ai pas complètement perdu mon âme d'enfant, mais un petit peu quand même. Voilà, alors comme Faust qui a vendu son âme pour connaître le bonheur,
J'ai un petit peu, moi, perdu mon âme d'enfant pour devenir auteur, mais bon, au final, ça valait le coup quand même.